Attention, ce programme contient des images et des informations susceptibles de provoquer une adoption mûrement réfléchie, une transformation de vie irréversible et poilue, un risque élevé de kidnapping de chaussettes, de l'échouise intensive et d'attachement incontrôlé. Spectateurs sensibles à l'amour inconditionnel et aux museaux humides, vous voilà prévenus. Bienvenue dans le premier épisode de notre série dédiée à l'acquisition d'un chien. Tu envisages d'adopter, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu te demandes vers qui te tourner. Quels sont les choix les plus judicieux? Très bien, nous allons t'aider à t'y retrouver. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux chiens de refuge. Dans les prochains épisodes, nous nous intéresserons également à la possibilité d'adopter un chien en élevage ou chez un particulier, afin de te donner une vision d'ensemble. Chaque information que tu entendras ici s'appuie sur des sources fiables et vérifiables, pour t'offrir une vision la plus juste et la plus complète possible. Chaque année, des milliers de chiens se retrouvent en refuge, abandonnés, perdus ou parfois retirés pour maltraitance. Derrière chaque regard, une histoire, parfois douloureuse, mais surtout marquée par l'attente d'une seconde chance. Celle de croiser enfin un regard qui ne détournera pas le sien. Adopter en refuge, c'est bien plus qu'un geste de compassion. C'est offrir un foyer, une stabilité, une vraie place dans une vie humaine. Mais c'est aussi s'engager pleinement, comprendre les besoins de l'animal et se préparer à une aventure faite de patience, de découverte et de liens durables. Cette démarche mérite d'être pensée avec recul, loin des impulsions ou des clichés. Dans cet épisode, nous ferons une présentation rapide des refuges et des associations, un focus sur les profils des chiens recueillis, nous te donnerons des conseils pour réussir son adoption et nous aurons un moment de vérité pour parler d'euthanasie. Et enfin, une conclusion. Attends, avant d'aller plus loin, on va prendre 2 minutes. On parle souvent des animaux abandonnés, mais bien trop rarement de ceux qui s'en occupent. Alors s'il te plaît, quand tu entres dans un refuge, n'oublie pas, il y a des gens à écouter, à respecter et souvent à remercier. Par respect justement, on va commencer par s'intéresser à eux. Reste bien avec nous parce que comprendre qui agit, c'est déjà faire un pas vers une adoption responsable. En France, il existe entre 850 et 950 refuges répartis sur tout le territoire, ainsi qu'environ 500 associations de protection animale. D'après les estimations, environ 30% des chiens présents dans les foyers français proviennent de ces structures. Les refuges et associations de protection animale ne vivent pas d'amour et de croquettes. Leur financement repose sur un fragile équilibre entre solidarité, subvention et débrouille. Les dons privés, c'est la première source de revenus. Ce sont les dons faits par les particuliers, les mécènes ou les entreprises. Pour un total compris entre 100 et 130 millions d'euros par an. Et cela représente 87% de leurs recettes. Les frais d'abandon et d'adoption représentent 10% des recettes. Et enfin, les subventions publiques, l'État, les régions ou les communes peuvent accorder des aides. C'est environ 3% des recettes. Le personnel des refuges et des associations pour animaux accomplissent un travail remarquable marqué par un dévouement incroyable envers les animaux abandonnés ou maltraités. Les équipes se composent de salariés ainsi que d'un très grand nombre de bénévoles. La majorité de ces bénévoles viennent aider de manière occasionnelle, mais leur soutien est essentiel au quotidien. Comme nous, quelques éducateurs canins professionnels choisissent de mettre bénévolement leurs compétences au service des refuges. Par conviction, par amour des chiens, un simple coup de patte qui leur redonne confiance, révèle leur vraie nature et augmente leurs chances de trouver un foyer. Les refuges et associations sont également soutenus par des familles d'accueil. Ces foyers temporaires prennent le relais quand les box sont pleins, quand un chien ne peut pas supporter l'atmosphère d'un refuge ou s'il a besoin de soins et de calme. La Société protectrice des animaux est l'une des plus grosses associations de protection animale. C'est aussi celle qui nous offre le plus d'informations. En 2024, 12 253 chiens ont été recueillis. 11 683 ont trouvé un foyer, ce qui représente un taux d'adoption de 95,4%. Moins de 4% ont été annulés ou suivis d'un retour en refuge. La SPA compte 800 salariés, 700 délégués enquêteurs, 5000 bénévoles et environ 1000 familles d'accueil.
Il y a donc dans ces structures 75% de bénévoles, des personnes à qui on doit la patience, du respect, de la gratitude et de la coopération de la part des visiteurs. Quel est le profil des chiens présents dans les refuges et associations ? Contrairement à ce qu'on pense, les chiots sont minoritaires en refuge. La majorité des pensionnaires ont entre 2 et 7 ans. Des chiens jeunes, mais déjà plein d'expériences, bonnes ou mauvaises. Nous y reviendrons un peu plus loin. Et pourtant, ce sont les seniors qui attendent le plus longtemps un foyer. Les chiots de moins d'1 an représentent 10 à 15%. Les jeunes de 1 à 5 ans représentent 40 à 50%. Les adultes de 6 à 8 ans représentent 20 à 25%. Et les seniors entre 15 et 20%. D'après l'association AVA Agir pour la vie animale, qui est le plus grand sanctuaire de France, en octobre 2023, les chiens les plus présents sont des chiens issus de croisement. 6 types représenteraient à eux seuls plus de la moitié des chiens de refuge. 80% des demandes de placement concernaient des chiens de type staff, canet corso, malinois ou berger allemand. En 2020, d'après le Centre national de référence pour le bien-être animal, 86,18% des animaux abandonnés n'étaient pas identifiés. En consultant les données du fichier ICAD pour les mêmes années, 83,4% des animaux sont identifiés à la demande de particuliers. 81,35% des animaux n'appartiennent pas à une race, il s'agit d'un croisement. Ces données illustrent un problème majeur, la reproduction incontrôlée par des particuliers qui remplissent les refuges. Pourquoi ont-ils été abandonnés ? Certains chiens sont là pour des motifs hallucinants. Je vais te demander de prendre de grandes inspirations et de souffler lentement. Conserve ton sang-froid, même si je sais très bien que cela va te démanger. Voici une partie des excuses invoquées pour motiver un abandon. Les raisons avancées pour tenter de se justifier sont plus choquantes les unes que les autres. On peut se dire qu'on a tout vu, mais non. Il y a des chiens qui ont clairement joué de malchance, à qui il ne manque pas grand-chose pour être et nous rendre heureux. Il y a aussi des chiens un peu plus compliqués. Les mieux placés pour en parler, ce sont ceux qui les recueillent. Les refuges et associations de protection animale nous alertent. Près d'un abandon sur 2 est lié à des troubles du comportement, souvent évitables avec une éducation adaptée. Leur constat est sans appel. Il faut sensibiliser, former, accompagner pour prévenir plutôt que guérir. Il déclare également que beaucoup de chiens sont abandonnés entre 8 mois et 2 ans, ce qui correspond à une phase de transition entre chiots et adultes. C'est une période où les chiens ont besoin de consolidation dans l'éducation et de patience. Et malheureusement, certains propriétaires jettent l'éponge. Les chiens âgés sont souvent abandonnés pour des raisons de santé, mais aussi parce que certains humains ne souhaitent pas les accompagner jusqu'à leurs derniers instants. Pourtant, ces chiens sont fidèles et doux, ils ont juste besoin de soutien et d'un peu d'amour. D'après la Fondation 30 millions d'amis, l'immense majorité des chiens de refuge ont été abandonnés pour les motifs suivants: fugue, destruction ou aboiement. Les jeunes chiens de moins d'1 an sont souvent abandonnés en raison de comportements jugés difficiles à gérer. La SPA confirme le comportement des chiens est l'une des raisons fréquentes d'abandon, comme l'anxiété de séparation ou l'agressivité. AVA signale également que les chiens abandonnés ont de plus en plus fréquemment des problèmes de réactivité extrême ou d'agressivité, incompatibles avec la présence d'autres chiens, de chats ou d'enfants, ce qui engendre des profils d'adoptants vraiment trop restrictifs. Certains chiens abandonnés peuvent donc éprouver des difficultés à interagir avec d'autres animaux ou des personnes, surtout s'ils n'ont pas été correctement socialisés ou éduqués. Troisième partie. Objectif, adoption réussie. Adopter un chien, ce n'est pas choisir un objet sur un catalogue, c'est une rencontre, pas une commande. Rien ne remplace le contact sur place, l'échange avec les équipes. Il faut parfois visiter plusieurs refuges pour trouver le bon compagnon. Il ne faut pas le choisir avec vos yeux, en jugeant de son apparence, mais avec vos oreilles, en écoutant le personnel du refuge. Il ne faut pas le choisir qu'avec le cœur, même s'il en faut, mais avec votre raison. Comme le souligne la SPA dans ses déclarations, même si chaque chien est évalué avec soin, même si un travail est effectué sur la plupart
afin d'atténuer certaines problématiques, aucun chien ne sera fourni clé en main. Alors, avant que ton cœur ne signe à la place de ta tête, prends un instant. L'émotion peut tout emporter, surtout devant un regard triste ou une histoire difficile. Certains chiens ont besoin d'éducation, d'autres de rééducation. Tu sais, les 2 premiers mois de la vie d'un chien, c'est un peu comme une tour de Tenga entamée. Les blocs sont éparpillés autour. Ce sont ses premières expériences, les sons, les odeurs et les contacts. Tout ce qu'il découvre sans vraiment savoir comment l'assembler. Pour que tu comprennes la différence entre éducation et rééducation. Quand tu éduques un chien, tu construis la suite de la tour. Tu choisis les bons blocs, tu les places avec soin, les uns après les autres, en veillant à l'équilibre. Tu montes progressivement quelque chose de stable, de cohérent, qui lui permettra de grandir sereinement dans ton monde. Mais quand tu rééduques, la tour est déjà là. Pas toujours droite, parfois bancale. Il faut retirer certains blocs et en remplacer d'autres. Réajuster l'ensemble. Et ça peut devenir plus délicat qu'on ne le croit. Si tu retires mal ou trop vite sans méthode, tu risques de faire vaciller toute la structure. Et dans certains cas, de faire ressortir une peur, de réveiller une défense ou d'abîmer ce qui tenait à peine. Tu sais pourtant que si tu ne fais rien, le comportement indésirable ne disparaîtra pas tout seul. Et que tu ne possèdes peut-être pas les compétences nécessaires ni toujours l'énergie suffisante pour tout gérer seul. Et c'est normal. Alors autant réfléchir aux solutions qui s'offrent à toi avant de l'adopter. Est-ce que tu es prêt à investir du temps et peut-être un peu d'argent si de l'aide extérieure est nécessaire? C'est cette lucidité-là qui peut faire toute la différence pour lui et pour toi. Il est également important que tu comprennes qu'il faudra obligatoirement un temps d'adaptation pour chacun d'entre vous. La règle des 3-3-3 est un moyen mémotechnique qui te permet de te souvenir facilement du déroulé de l'acclimatation. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 jours. Pendant cette période, le chien est souvent stressé et désorienté. Il découvre son nouvel environnement. Il peut être timide ou en retrait, ne pas manger ou dormir normalement. Accorde-lui du calme, de l'espace et du temps pour observer et s'habituer. 3 semaines. Il commence à comprendre la routine de la maison, à s'adapter aux règles et à montrer sa vraie personnalité. C'est une période où il peut parfois tester les limites de ce qui est autorisé ou non et où l'éducation devient essentielle. C'est le moment idéal pour poser un cadre avec patience et cohérence. 3 mois. C'est le temps qu'il lui faudra pour se sentir chez lui. Le chien a pris ses marques, il te fait confiance. Il est plus détendu. Il comprend qu'il est dans son foyer pour de bon. C'est souvent là que le lien prend tout son sens. Attention, cette règle n'est pas une science exacte, mais elle peut t'aider à ajuster tes attentes et contribuera en partie à éviter un échec, voire, dans certains cas, un retour au refuge. Elle ne t'invite ni à te précipiter, au risque de le braquer, ni à rester passif, au risque de le conforter dans ses anciennes habitudes. Elle te propose un rythme juste, un repère pour avancer, pas à pas, à son rythme et au tien. Alors sois patient, mais sois présent. Aide-le à se poser, à prendre confiance et à désapprendre ce que la vie lui a imposé. Le temps n'effacera pas tout à lui seul. Il faudra que tu l'aides à tourner la page. Et au bout de 3 mois ensemble, vous aurez commencé une nouvelle vie. C'est le moment de sensibiliser sans simplifier. Même si c'est un sujet ultra sensible que personne n'ose aborder en vidéo, nous allons parler du côté sombre, les euthanasies. Alors le but n'est pas de diviser, nous voulons clarifier sans déformer. Donc si tu es une personne dont les convictions justifient tout comme ici, je t'invite à passer au chapitre suivant. Pourquoi parler d'euthanasie? Parce que si tu n'arrives pas à te décider, entre d'un côté les joies et de l'autre côté les contraintes qu'une adoption de chien de refuge peut représenter, savoir qu'un chien risque sa vie, ça change tout. Ça peut faire pencher la balance, et c'est compréhensible. Cette émotion est légitime. Mais si elle décide à ta place, alors elle doit s'appuyer sur des fondations solides. Car à trop simplifier, on risque de pousser à des adoptions précipitées. Et parfois le chien revient en refuge. Un abandon de plus, un traumatisme en trop. Tu peux voir circuler ou entendre ce message « Adoptez vite les refuges euthanasie, faute de place ».
Pourtant, l'article L211-25 du Code rural précise que l'euthanasie ne peut intervenir que si l'animal est jugé inadoptable, dangereux ou trop malade par un vétérinaire. Un acte d'euthanasie injustifié est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende. Pourtant, tu peux voir parfois dans la presse des articles comme celui-là. Nous pouvons facilement comprendre tes doutes et que tu puisses te sentir perdu. Nous avons pris le temps d'analyser et de vérifier la position des plus grosses structures françaises. La SPA, la Confédération nationale défense de l'animal, la Fondation Brigitte Bardot, la Fondation 30 millions d'amis, la Fondation Assistance aux animaux et Agir pour la vie animale. Ces structures réunies représentent au total entre 60 et 75% du réseau national et se sont engagées à ne pas pratiquer d'euthanasie non justifiée. Alors attention, même si je te l'accorde, une euthanasie par manque de place, c'est toujours une euthanasie de trop. Cela ne signifie pas pour autant que dans tous les autres refuges, on pique les chiens à tour de bras. Pour ne rien te cacher, nous manquons cruellement de données. La dernière étude, disponible précisément chiffrée, date de 2016. Elle provient du Bureau de la protection animale du ministère de l'Agriculture. Elle a été réalisée sur seulement 82 fourrières et 86 refuges. Elle indique que 7% des chiens qui entrent en fourrière et 6% des chiens qui entrent en refuge sont euthanasiés. Mais elle ne distingue pas celles qui sont dues à des raisons médicales, comportementales ou simplement liées au manque de place. Mais cela va changer à partir de cette année. Avant, il n'existait aucun registre national officiel recensant les euthanasies pratiquées dans les refuges ou les fourrières. L'arrêté du 19 juin 2025 impose maintenant, grâce à l'article 6 et à l'article 9, aux fourrières et aux refuges de documenter chaque euthanasie et d'en justifier précisément la raison. L'objectif est d'éviter les abus et permettra de faire toute la lumière sur ce sujet. En attendant, si tu décides d'adopter un chien de refuge, tu ne peux pas avoir la certitude que tu as sauvé une vie. Ce qui est sûr par contre, c'est que tu vas lui redonner une seconde chance, celle d'être enfin heureux à tes côtés, et c'est déjà un très beau geste. Adopter un chien de refuge, c'est faire un choix généreux. Mais ce choix doit être lucide, pas juste émotionnel ou impulsif. Oui, le prix d'adoption est souvent intéressant, mais ne doit jamais être la seule motivation. Parce qu'un chien de refuge, c'est bien plus que de faire une affaire. C'est un passé à effacer, un être à comprendre et une relation à reconstruire. Cela implique souvent de devoir compléter son éducation, voire de le rééduquer. De prévoir un temps d'adaptation large et parfois de faire des concessions dans ton quotidien. Face à leur regard, il est facile de céder à l'émotion brute. Mais l'émotion ne peut pas être le seul moteur. Une adoption précipitée pourrait se transformer en abandon éclair et risque de générer pour le chien un traumatisme, un repli, un isolement. Alors oui, ça peut être une très belle aventure, mais nécessite de la réflexion et de la préparation. Si après avoir vu cette vidéo, tu sens que l'adoption en refuge, avec ses incertitudes et ses exigences, ce n'est pas encore pour toi, alors c'est ok, ce n'est ni grave ni un échec. Il faut du courage pour reconnaître que tu n'es pas prêt. Dans les prochains épisodes, nous explorerons d'autres voies pour rencontrer celui qui changera ton quotidien. Mais si ce que tu viens d'entendre t'a touché, tu peux les aider autrement. Un petit don, un partage, un coup de pouce. Pour ceux qui chaque jour tentent d'éviter l'injustifiable. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo. Pense à liker, à t'abonner et à partager, ça fait toujours plaisir et c'est comme ça qu'on avance. Si tu as appris quelque chose ou si tu veux réagir, dis-le nous dans les commentaires. Ton avis, ton ressenti, ça compte. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.